Aujourd'hui, on va parler d'organisation au sein du cabinet. On va parler aussi de comment est-ce que tu peux optimiser ton planning afin de profiter plus de ta vie personnelle, de prendre des vacances, l'esprit libre, sans avoir une charge mentale énorme qui continue à mouliner dans ta vie perso et du coup qui envahit ton temps en famille, ton temps personnel, ce qui devrait être ton temps de repos aussi. On va parler de comment mieux structurer tes journées afin que tu puisses vraiment te donner à fond dans ton cab et après vraiment pouvoir prendre un break quand tu rentres chez toi. Par exemple, tu vas apprendre aussi comment ne plus avoir des journées avec seulement 2 ou 3 patients ou venir une après-midi entière au cabinet parce que certaines personnes ne pouvaient pas se mettre dans tes heures de travail habituelles, t'as dû avoir un créneau en plus et du coup t'as fait un sacrifice sur ton temps personnel. C'est une situation qui revient tellement, tellement souvent, en particulier chez les chiropracteurs, les ostéopathes ou les éthiopathes qui sont des femmes. Les femmes ont beaucoup plus de mal à mettre leurs limites. On leur a appris que c'était mal de s'affirmer, de s'imposer, d'oser dire non. On a été élevés, les gars, faut le réaliser dans une société patriarcale. Au plus vite tu captes ça, au plus vite tu comprends pourquoi ton éducation a été faite ainsi et aussi pourquoi tu te comportes maintenant comme ça à l'âge adulte. Donc, une femme qui s'impose, encore aujourd'hui, bah, c'est mal vu. Voilà, ça commence à changer, mais il y a quand même des choses qui sont bien enracinées. Donc, ça explique aussi beaucoup pourquoi certaines de mes élèves, beaucoup de mes élèves, arrivent comme ça, dans le programme, dans l'accompagnement, où elles ont du mal à s'affirmer, elles se font marcher dessus par des gens qui arrivent en retard, qui ne respectent pas leur cadre, qui ne respectent pas leurs limites, et aussi, du coup, des fois, enfin souvent, tout le temps, elles font des exceptions. Voilà, elles font des exceptions, c'est-à-dire qu'elles sacrifient le moment qui était censé être pour elles le sport, qui était censé être du temps avec leurs enfants, elles rallongent leurs horaires exprès pour pouvoir convenir à certains patients. Des patients qui la plupart du temps ne sont même pas reconnaissants ou rien du tout. Souvent, ceux qui vous demandent de faire des exceptions, c'est les pires. D'ailleurs, ceux qui sont le plus énergivores. Je sais pas si vous avez remarqué ça en cabinet, mais c'est certainement une tendance que j'ai remarquée. Et les gens les plus adorables, qui respectent votre cadre, qui comprennent que vous êtes un être humain, que vous avez une vie, tout ça, sont généralement les gens les plus agréables, avec qui on adore travailler. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai préparé 4 étapes, 4 étapes fondamentales pour comprendre l'origine de ça, de tous ces comportements, en fait, de pourquoi vous vous laissez bouffer. Et aussi, ensuite, ces étapes-là, je vais vous parler du cluster booking. On va parler de différents termes, de différents thèmes. Je suis sûre que vous n'avez jamais entendu et jamais vu auparavant en France, parce que juste en fait, ils sont pas connus. Moi, je les ai appris au Royaume-Uni, en travaillant aussi dans des grosses cliniques, tout ça. Mais en France, c'est des notions dont personne ne parle. Euh, on va voir ça et comment c'est possible du coup de réduire ses horaires de consultation sans altérer sa qualité de soins, de réduire du coup ses heures de travail, son planning, comment mieux structurer tout ça pour avoir plus d'efficacité en cabinet, être plus concentrée, être plus heureuse dans sa vie parce que du coup les choses sont bien organisées, bien segmentées. Ok? Donc, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. La première étape dont on va parler, c'est le chaos et l'ordre. D'accord? Donc aujourd'hui dans votre cabinet, si vous avez des situations comme là, comme ce que vous voyez à l'écran, je sais plus si c'est une chiro ou une ostéo, qui doit annuler quelque chose qu'elle avait, un engagement qu'elle avait, parce que son patient a 30 minutes de retard, pire que ça, elle le prend. Mais c'est pas la seule. Vous avez aussi par exemple ce genre de problème. Donc, par exemple, ici, une chiro qui va bosser pour 2 ou 3 rendez-vous, du coup, elle se retrouve avec un vendredi plein de pros et ça empiète sur ses journées off, donc des journées qu'elle pourrait passer pour elle, à faire des trucs cool, je sais pas, partir en rando, ou alors avec ses enfants, enfin voilà. Du temps pour elle qui est non négociable. Et de l'autre, donc ça c'est le chaos, c'est les cabinets dans lesquels il y a du chaos. Et à la fois, de l'autre côté, vous avez ce genre de cabinet. C'est une discussion que j'ai avec une de mes élèves, aujourd'hui justement. Elle disait qu'elle avait fait son meilleur chiffre d'affaires depuis qu'elle était rentrée dans le programme. Donc elle est rentrée en décembre, il me semble. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Là, elle est à 6 000 € de chiffre d'affaires, donc tu vois qu'il y a eu une belle augmentation quand même. Alors, si on parle de 4 000, 6 000, il y a eu plus de 30%, donc c'est très cool. En quelques semaines, c'est pas mal. Et aussi, surtout, moi, c'est ça que j'adore. Avant, elle avait des horaires d'ouverture beaucoup plus étendus, bien évidemment, parce que du coup, aucun cadre, aucune structure. Donc forcément, pas de cluster booking. On va voir ce que c'est le cluster booking à la fin de la vidéo. Ce sera la 4e étape. Je vais vous l'expliquer en détail à quel point ça peut être game changer dans votre cabinet. Donc forcément très fatigant. Alors que là, ce mois-ci, c'était royal. Planning complet.
avec des jours de congé. Donc, travailler moins pour plus d'efficacité, pour gagner plus et être plus heureux. Je vois pas ce qu'on voudrait d'autre, honnêtement. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à transitionner du chaos à l'ordre? Ça va être l'objet de la deuxième étape. Pour comprendre comment résoudre un problème, il faut déjà comprendre où se situe l'origine du problème. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, où est-ce que se situe l'origine du problème dans ce cas de figure-là? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, souvent, il va y avoir deux choses qui sont responsables du chaos dans un cabinet. La première chose, elle est évidente, vous n'avez jamais appris à travailler autrement. Donc, on ne peut pas sucer de son pouce ce qu'on connaît pas. C'est logique. Même moi, j'étais là prendre ailleurs, je me suis formée ailleurs. Dans la première clinique où j'ai bossé, on avait un coaching qui était obligatoire. C'est-à-dire c'était prélevé sur notre salaire, en fait. Et on ne pouvait pas y déroger, en fait. Quand on sortait de l'école, même les chiros qui avaient 20 ans d'expérience, qui venaient bosser dans cette clinique-là, étaient obligés de se faire former. Et heureusement, parce qu'en fait, ils avaient des process, et moi, c'est là que j'ai appris énormément de choses. C'était des centres où chaque chiropracteur brassait entre 100 et 150 plus ou moins rendez-vous par semaine, et on était environ 4-5 chiropracteurs par clinique, sachant qu'ils avaient une bonne dizaine de cliniques. Donc, vous pouvez vous dire que les process bien huilés, là-bas, c'était vraiment top niveau. Hein. Donc, ok, quand on sait faire, et que on sait qu'on ne devrait pas faire des rendez-vous comme ça, faire des exceptions, qu'en fait, bah, on a des heures de boulot, on a des heures de boulot, hein. Quand vous allez au restaurant, au supermarché, à Decathlon, et que le magasin ferme à 20h, par exemple, et que vous arrivez à 20h01, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réouvrir le magasin pour vous? Enfin, faut être complètement débile pour penser ça. Mais genre vraiment débile, en fait. Ou alors, soit complètement débile, ou alors, il faut vraiment être complètement mégalo et se croire le roi du monde, tu vois. En mode, les gens vont faire enfin, tu vois, les magasins vont faire une exception pour toi. Bah non, gros, il y a des horaires, tu les respectes. Enfin, les gens ont une vie, en fait. Logique, non? Bon, voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, et là c'est la racine souvent la plus profonde qui cause ces problèmes-là. Les filles, les femmes qui m'écoutent, ça va sûrement taper juste. Si vous pleurez, c'est normal. C'est bien, c'est-à-dire qu'on est au bon endroit, hein, généralement. L'estime de soi, en fait. L'estime de soi, c'est quoi? C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Souvent, les gens viennent me voir en me disant j'ai un problème de confiance en moi. Non, vous n'avez pas de problème de confiance en vous. Vous avez souvent un problème d'estime de vous. Alors, parfois, il y a des problèmes de confiance en soi. D'accord? Quand on apprend une nouvelle compétence et qu'on n'est pas encore très à l'aise avec, on a tous pas trop confiance en nous. Mais c'est normal. La confiance est reliée à quelque chose de précis. Par exemple, regarde, exemple très concret pour vous expliquer. Moi, quand je suis en cabinet face à un patient, j'ai beaucoup confiance en moi. Quand j'enseigne, j'ai beaucoup confiance en moi. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je le fais, que je sais que j'ai des résultats. La matière m'a donné un feedback en me disant que ce que je fais, bon bah ça fonctionne, donc voilà. Ok, j'ai pas de raison de douter de mes compétences. C'est là, ça marche, boum. Voilà. Mon programme fonctionne, donc j'ai pas de mal à afficher mes résultats et te dire viens, je vais doubler ta patientèle parce que je sais que ça va arriver. Voilà. Pareil en cabinet. J'ai pas de mal à dire à un patient, bah écoute, moi je vais te voir 2 fois par semaine pendant 3 semaines, puis à la fin on aura ce résultat-là. Boum. Voilà, sans promettre de résultats garantis et tout, parce qu'évidemment on travaille avec l'humain, donc logique. Mais dans l'idée, l'énergie, c'est ça. Pourquoi? Parce que bah, j'ai un track record qui montre que 90% ont 60% d'amélioration, je sais pas, j'avais calculé mes stats, au bout de X visites, au bout de X semaines. Donc en fait, juste je le dis, bon bah ça, c'est de la confiance en soi. D'accord? C'est relié à une situation ou à une compétence précise. Par contre, si tu me dis, monte sur scène, fais un speech devant 1000 personnes, ou au Stade de France, là, je vais me décomposer. Je suis pas prête, j'ai jamais fait, je sais pas comment faire, j'ai pas de méthode. Peut-être si je me fais coacher, ça va aller un peu mieux, mais avant de l'avoir fait au moins 10 ou 15 fois, je pense pas que je serai très à l'aise. Hein. Donc, là, je vais pas avoir confiance en moi, du tout. Voilà. Donc, ça, c'est la différence. Ok? L'estime de soi, maintenant, c'est quoi? L'estime de soi, c'est la relation que tu as avec toi-même. Donc, c'est la relation de toi vis-à-vis de toi, l'image que tu as de toi à l'intérieur de ta tête, enfin, comment tu te vois, en fait, la valeur que tu penses que tu as. Ok? Et là, c'est beaucoup plus insidieux. Pourquoi? Parce que en cabinet, dès que je vois, moi, quelqu'un, en particulier une femme, qui fait des compromis sur elle et sur ce qui lui tient à cœur pour faire passer quelqu'un d'autre avant elle, donc les patients, souvent ça va être ça, ou des fois c'est des collaborateurs, des fois c'est des assistantes, tout ça, mais bref. Faire des compromis sur soi pour faire passer quelqu'un d'autre devant, c'est faire une croix sur soi. C'est choisir l'autre au-dessus de soi, en fait. Et ça, c'est un gros
problème, le problème qui est vraiment structurel dans notre société, c'est qu'en fait, on a appris aux petites filles à se comporter de cette manière-là. À faire passer, par exemple, les hommes avant elles. À faire passer, je sais pas quel type d'éducation vous avez reçu, hein, mais moi, ma grand-mère, c'était ce discours-là. Hein. C'était ce discours de, bah, des fois, voilà, comment tu dis, faut te mordre la langue, enfin, ouais, faut te mordre la joue, un truc comme ça. Faire toujours passer l'homme ou son homme avant soi. Et c'est ça, en fait, le narratif complet de la société dans laquelle on vit, encore aujourd'hui. Voilà, qui a laissé une empreinte. Hein. Même si ça change, ça laisse des empreintes. Du coup, les petites filles sont habituées à faire une croix sur elles, alors que les garçons sont habitués à occuper de la place. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des femmes adultes qui font des croix sur elles pour laisser de la place aux autres. Voilà. Donc ça, et parce qu'aussi, du coup, c'est profondément inculqué, à, imprimé chez beaucoup de personnes que se privilégier soi, même pas privilégier, mais se faire passer soi avant quelqu'un d'autre, c'est égoïste. Et dans notre société, avec les croyances dans lesquelles on a été élevé, être égoïste, c'est mal. Et on retombe en fait sur cette notion binaire de mal, de bien. Le mal, le bien n'existe pas, honnêtement. Ça n'existe pas. Ceux qui vous disent le contraire, je suis désolée, mais c'est juste faux. Il n'y a pas de bien et mal. Être égoïste n'est pas mal. Être altruiste n'est pas bien. Parce que quelqu'un d'altruiste qui fait que se sacrifier de toute sa vie, par exemple, regarde, tu fais passer tes patients avant toi. Tu dis que t'es une bonne personne. Du coup, t'es un bon thérapeute, t'es toujours là pour tes patients. Récemment, j'ai vu, c'est horrible, j'ai vu un profil sur Insta d'une jeune ostéo, bon, elle a pas encore d'enfant, elle doit avoir 23 ans à tout casser, voilà, qui se vantait de terminer ses journées à 22 h. En disant, bah oui, mais en même temps, il faut bien être là pour ses patients, moi je suis là pour machin. Ouais, mais en attendant, si tu fais ça, que t'as une famille, t'es là pour tes patients, mais par contre, t'es pas là pour ta famille. Et surtout là, même avant d'avoir des enfants, t'es pas là pour toi. Donc il y a bien une personne qui est délaissée dans l'histoire. La première personne que tu délaisses, c'est toi-même. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est la plus grosse trahison que tu puisses te faire, c'est te délaisser toi-même, en fait. Et après, quand t'as une famille, tu peux te raconter autant que tu veux que t'es altruiste. Si tu fais passer tes patients avant et que tu dis, ah oui, je fais des efforts, regarde, moi, je vois des gens, je suis là pour eux, là où les autres, ils finissent à 18 h ou je sais pas quoi. Ouais, et en attendant, qui sait, tu vois pas, du coup, le soir, en finissant à 20 h ou 21 h, 22 h, eh ben, tes gamins, ou ton conjoint. C'est sur eux que tu fais une croix. Tu fais toujours une croix sur quelqu'un. C'est ce que j'essaie de faire passer comme message. En fait, la vie est un choix constant. Tu fais toujours un choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait. Par exemple, si tu te fais sous-payer, parce que pareil, t'as du mal à t'imposer, ton estime de toi et aura des pâquerettes, donc du coup, tu te dis non, je veux pas plus que ça, et tu mets ta séance, j'en sais rien, à 40 €. Parce que tu dis, ah, c'est mal de prendre trop d'argent aux gens, de ceci, de cela, les gens n'ont pas l'argent, tu te rends compte, je peux pas, tu te racontes tout ça. Bah, écoute, oui, dans ce cas-là, tu privilégies les gens. Donc, les gens sont contents, t'es pas cher. Maintenant, qui c'est que tu exploites? C'est toi. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est important de capter que la vie est un choix constant et qu'il y a que toi qui peux faire ces choix-là. Il y a que toi qui peux faire le choix de te faire passer avant les autres, en fait. Et en fait, faire preuve d'égoïsme dans ces moments-là, c'est de l'autopréservation. C'est pas quelque chose de mal. C'est pas quelque chose à blâmer, en fait. Si demain, tu vois, c'est les Hunger Games, et qu'en fait, t'as un poulet qui reste, il y a une portion pour une personne, et que t'as un adversaire en face de toi et que t'es à ça de crever, j'espère bien que le poulet, tu vas essayer d'aller le bouffer, en fait, quitte à ce que l'autre crève si tu peux pas partager. On part du principe que c'est impossible de partager. Si tu peux partager, tu partages. Tu vois, évidemment. Mais là, c'est pas ça, l'exemple. L'exemple, c'est tu choisis toi ou quelqu'un d'autre. Qui c'est qui survit? Ben, j'espère que tu choisis toi. Honnêtement. Tu vois. Si l'autre, c'est un inconnu. Alors, l'autre, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas c'est quelqu'un, on s'en fout, tu vois. Voilà. Famille et tout, là, c'est différent. Mais en attendant, j'espère que tu te choisis toi. Et si ton premier réflexe, c'est de dire, oh, quand je dis ça, ça montre qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. Tu vois. Après, c'est ton choix d'aller regarder pourquoi tu te maltraites comme ça. Mais en tout cas, c'est bien d'en prendre conscience. Donc, on va revenir à nos moutons, sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc, du coup, l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est très important. Pourquoi tu te maltraites? Pourquoi tu te fais subir ça? Là, comme je t'ai annoncé au départ, je t'ai pas menti, si tu pleures, c'est normal. Donc, ça veut dire que t'es au bon endroit et qu'il faut aller regarder à l'intérieur. Donc, voilà. Ensuite,
Si on passe dans le côté un peu plus pratico-pratique de la chose. Euh, pour optimiser son emploi du temps, il nous reste donc 2 étapes. Première étape la plus simple, tu réduis tes durées de consultation. Donc, moi, la première visite, par exemple, en Hollande, ça durait entre 45 minutes et 1 heure, mon compte rendu à peu près 40 minutes, mes suivis, ils duraient entre 15 et 20 minutes. Franchement, quand t'es ostéo côté chiro, allez, maximum 30 minutes pour un suivi, c'est largement suffisant. Pour la majorité d'entre nous, c'est largement suffisant. Donc si aujourd'hui tes suivis font 45 minutes ou 1 heure, pose-toi la question. Pourquoi tu donnes autant de temps, ou tu prends autant de temps aux gens? La plupart du temps, c'est parce que t'as peur. T'as peur qu'on te voit comme quelqu'un qui ne donne pas de la qualité. Donc tu crois que donner plus de temps ou plus de blabla, ça va augmenter la valeur perçue de ta visite. Et tu te sens mal de charger par exemple 50 euros pour 20 minutes. C'est complètement con. Parce qu'en fait, c'est pas pour ton temps que la personne te paye, c'est pour l'aider. Et si ton travail prend 15 minutes alors que le voisin prend 1 heure, le temps des gens il compte. Hein. Donc bah la personne elle va aller voir l'autre personne qui prend 15 minutes pour régler le même problème que toi tu prends en 1 heure. Donc en fait, faire traîner les choses, c'est pas donner plus de valeur, c'est juste une preuve d'incompétence. Donc, tu regardes la colonne vertébrale de ta visite, d'accord? De ce que tu fais dans tes suivis avec le patient. Tu essaies, quitte à t'enregistrer, tu vois, tu captes à quel point tu perds du temps et les endroits où tu perds du temps. Et, comme on te demandait, cut the fat. Donc, tu prends une colonne, tu vois, si on prend un poulet, tu prends le poulet, tu dégages la graisse. Il faut qu'il te reste que la structure qui tient le truc. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, il y a une structure. Il y a une colonne vertébrale. Dans tout ce que tu fais, par exemple, dans ton hygiène corporelle, la structure c'est quoi? Se laver les cheveux, se laver le corps, se laver les dents. Voilà. Si tu fais pas ça, bah déjà, au bout de 2 semaines, ça commence à être un problème, hein. Largement, même avant ça, je pense. Voilà, c'est ça. Colonne vertébrale de rester en vie. Boire. 3 jours sans eau, c'est terminé. Bouffer, c'est combien manger? C'est 3 mois? Non, je sais plus, 2 mois? Un mois? Je me rappelle pas. Bon, bref. Il y a la règle, je crois que c'est 3 jours, 3 mois et je sais plus quoi. Donc voilà, c'est ça, la base de chez base. Boire, manger, dormir. Si tu fais pas ça, au bout d'un moment, il y a un truc qui va foutre le camp. Voilà, et tu vas crever. Bon bah, quand je dis une colonne vertébrale, c'est vraiment ça. C'est quoi qui fait, c'est quoi qui maintient en vie ton cabinet? Et ben si, la réponse est très simple. Hein. Si t'es ostéopathe, ou chiropracteur, ou même l'éthiopathe, le plus important, c'est le traitement. C'est pas le blabla, c'est pas le chien et le chien, le chat, le taureau, le truc, le machin, le poulet et le chien. Non, c'est les mains, tes mains sur le patient. Voilà. Tes mains sur le patient en train de faire quelque chose. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, ou si tu donnes des exercices, enfin voilà, t'as compris, mais basiquement, profession manuelle, c'est quand même un peu l'essentiel, c'est de. Voilà. Donc, c'est ça, il faut rester focus sur ce qui est important et ce qui fait la différence en fait. Et ça, il y a plein de gens, ils savent pas prioriser dans leur vie parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est important et de ce qui est futile et pas important en fait. Du coup, ils gardent tout. Non, il faut supprimer ce qui n'est pas important. Et là, tu vas à l'essentiel et les gens te remercieront. Ensuite, quatrième point, et là je vais te parler du coup du concept du cluster booking. C'est quoi le cluster booking? Alors, encore une fois, concept inconnu au bataillon en France, mais très pratiqué dans les cliniques étrangères, dans lesquelles j'ai travaillé et aussi en Hollande, c'est ce que j'appliquais dans mon cab. Donc, le cluster booking, ça consiste en fait à te créer des blocs d'énergie. Je m'explique. Donc, les blocs d'énergie, c'est quoi? Un suivi ne va pas faire appel à la même énergie chez toi que une consultation où tu t'assois et où tu parles. Par exemple, pendant les suivis, moi, je ne m'asseyais pas. C'est simple, je ne m'asseyais pas. J'avais mon ordi surélevé. Le patient arrivait, je demandais comment ça va depuis la dernière séance. Je prends quelques notes. Boum, il était déjà en train d'enlever ses chaussures parce que je lui avais expliqué le process, comment ça marchait lors de son premier rendez-vous. Et ensuite, directement sur la table. Donc, l'accueil du patient plus enlever les godasses, ça prenait peut-être 3 minutes à tout casser. Mes petites notes, boum, dans la partie subjective, dans les soap notes. En Angleterre, on avait un manière très codifié de prendre les notes. Subjectif, objectif, action, plan. Voilà. Donc, par exemple, dans la partie subjective, c'est OK. Le patient, bon, alors là j'ai des trucs qui me viennent en anglais, mais grosso modo, c'était par exemple plus de douleur, moins de douleur, fatigué après la dernière séance, des trucs un peu comme ça, ou s'il y avait un changement par exemple, c'est casser la gueule dans l'escalier, bon bah voilà, c'était écrit dans les notes. OK, après on reste sur la même problématique. Objectif, le patient sur la table, je regarde ce qui se passe dans la colonne, je fais quelques tests éventuellement si c'est nécessaire, ça me prend max 2 minutes. L'analyse, quand t'es compétent, au bout d'un moment, faut accélérer le mouvement, hein. T'as pas la peine de traîner, hein. Si tu sais faire, enfin si, voilà, je sais pas, genre au bout d'un moment,
analyser une colonne, ça prend pas 1000 ans, les gars, sans déconner. T'as besoin de faire un test pour confirmer un truc, tu le fais, mais enfin voilà, il y a aucune raison de traîner en fait. Donc, tu fais ton analyse, boum, clac, t'as identifié ce qui est ajusté, t'ajustes ou tu manipules, ok, tu reviens, enfin moi je revenais à mes notes, je marquais ce que j'ai trouvé, ce que j'avais traité, voilà, et le plan, la section plan de mes notes, c'était bah, je revois les patients dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 jours. C'est le plan, quoi. Voilà. Tu vois, le plan, les suivis. Donc, ok. Donc, les notes, c'était plié pendant la séance. Comme ça, zéro administratif. Et mon logiciel envoyait les factures automatiquement aussi. Donc, zéro administratif à gérer après la journée de travail. Très important. Très, très important. Franchement, si tu ne sais pas prendre tes notes pendant les consultes, revois ta manière de prendre tes notes. Là, juste fais ce que je dis, et tu verras, ça fera une différence dans ton cabinet. Ça, du coup, on a été un petit peu en précision dans les suivis. On va reprendre une vue un petit peu d'hélicoptère pour repartir sur l'idée du cluster booking. Donc, les suivis, on a bien compris que c'est une dynamique très active. D'accord? C'est des visites, des rendez-vous où, de toute façon, tu dois bouger de toute manière pour traiter ton patient, tout ça. C'était, comme j'ai dit, ostéo, éthiopathe ou chiropracteur, c'est trois professions que j'aide. Il y a une dynamique assez active. D'accord? Ensuite, pendant tout ce qui est première visite, premier rendez-vous, du coup, et donc enfin, première consultation et compte rendu. Si tu fais les deux en même temps séparés, c'est pareil. Tu as toujours une partie où tu t'assois pour l'anamnèse, une partie où tu t'élèves pour faire l'examen physique, et éventuellement une partie où tu te réassois pour planifier la suite. Le compte rendu, c'est à peu près similaire. Une partie assise pour parler des résultats, tu vois. Et après, une partie planification des rendez-vous. Moi, je planifiais tous mes rendez-vous à l'avance, ce qui donnait du coup une stabilité dans l'agenda. Et les gens n'annulaient pas, et du coup, ils savaient quand est-ce qu'ils revenaient. Enfin, tout était cadré, structuré. Et du coup, c'était sécurisant pour les patients aussi, parce qu'ils se sentaient bien pris en charge. Et c'est exactement tout mon process, c'est exactement ce que j'enseigne dans le système, hein. C'est pour ça que mes élèves ont d'aussi bons résultats. Tu vois, par exemple, tout ça, bah, j'ai suivi le process, et puis voilà, quoi, tu vois, en quelques semaines, plus 30% sur le CA, en travaillant moins, et en prenant des jours de congé, et en étant moins fatigué. Enfin, c'est super. Mais ça s'explique, c'est hyper logique. Donc, maintenant, les visites, comme je te disais, première visite, compte rendu et réévaluation, sont des visites qui requièrent plus de blabla. Faut parler, quoi. Faut parler pour faire l'anamnèse ou faut parler pour expliquer des trucs. Donc, du coup, ces visites-là, c'est plus. euh, Ça a demandé aussi, du coup, plus de temps, plus d'efforts, toi, au niveau de parler. Tu vois. Enfin, moi, je sais que ça me demande plus d'efforts, par exemple, de parler à un patient que d'ajuster. Parce que je suis vraiment connectée, je suis comme dans un état méditatif, hein, quand je traite. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. En fait, pendant mes traitements, je ne parle pas, c'est très calme et c'est hyper reposant. Et ça me fait me dépenser physiquement en. Tu sais, enfin voilà quoi, la chiro c'est dynamique hein, comme profession, moi j'aime bien. Donc c'est cool. Par contre, quand je dois rester assis pour faire une première visite, alors on fait tout ça, ça va vite me saouler. Donc du coup, c'est pour ça aussi que. Donc j'en reviens au cluster booking. C'est que ce qui te fatigue en cabinet, c'est de changer de tâche, de changer d'énergie, en fait. Comme dans ta vie, regarde, dans ta vie par exemple, imagine, tu te concentres pour écrire un email, t'as le téléphone qui sonne, puis après tu raccroches, tu te remets dans ton email, puis après t'as ta femme qui te parle, puis après, boum, t'as ton gosse qui se casse la gueule, puis après, enfin, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Tu passes, tu sais, ça porte un nom, je sais plus c'est quoi, mais en gros, il y a un temps de chargement cognitif pour te mettre dans une tâche. Et en fait, quand tu fais du task, enfin en gros que tu changes tout le temps ce que tu es en train de faire, tous les 10 minutes, ben, cognitivement, c'est très lourd pour ton cerveau plutôt que de rester concentré sur une tâche. Tu vois, où tu as le temps de chargement, et après c'est bon, t'es dedans. Zoup, comme ça. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est pour ça que les langues étrangères, les gens n'arrivent pas à les apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cours par semaine. Non. En fait, le temps de chargement, ça se passe aussi sur plusieurs jours. Par exemple, si tu étudies un truc tous les jours, le temps de chargement pour t'y mettre dedans, après, sera beaucoup plus court au bout de 2 semaines que le premier jour où tu l'as fait. Parce que du coup, ton cerveau, tac, il pick up là où tu as laissé le truc, tu vois. C'est pareil dans une journée, en fait. C'est pour ça que quand tu as, par exemple, un bloc de suivi, par exemple, moi, mon vendredi, c'était quasiment que des suivis. Alors, c'était génial. La journée entière des suivis. Brac, tu débites, c'est un rythme incroyable, c'est génial, c'est hyper énergisant. Je ressortais de là, le vendredi, j'avais vu 20 rendez-vous, ma journée la plus dense de la semaine, la journée où j'étais le moins fatiguée. J'étais trop bien le vendredi. Donc, parce que c'était que des suivis. Et ça, c'est généralement, c'est le moment les plus fun. C'est des gens que tu connais, ça mobilise pas beaucoup d'énergie, les suivis. Contrairement aux visites où tu dois parler, tu dois expliquer ou rencontrer un nouveau patient, ça prend de l'énergie aussi. Créer une connexion avec une nouvelle personne prend de l'énergie. Donc,
Ça, il faut le prévoir dans l'agenda. Par exemple, si tu sais que tu es, heu, tu es plus réceptif le matin, genre tu es plus vif dans ta tête le matin. De toute façon, il y a des études qui le montrent, hein. Honnêtement, le pic de concentration, ça fait ça, puis après zzzz, tout au long de la journée, jusqu'à ce que tu aies plus de bande passante. C'est pour ça que ça peut être bien, par exemple, de mettre des premières visites le matin et des comptes rendus le matin. Et puis après, par exemple, de garder les fins de journée pour des suivis, ce qui de toute façon est arrangeant pour beaucoup de personnes qui ont un travail. Donc tu peux très bien, par exemple, mettre la moitié de ta matinée les specials, donc c'est les visites où tu dois plus parler, qui engagent plus ton cerveau, par exemple, le matin, ou alors un moment dans ta matinée, tu vois, si tu coupes ta matinée en deux. Puis après, par exemple, l'après-midi, et tu peux alterner. Par exemple, tu as lundi matin les specials, je sais pas, de 10h à midi. Le reste de l'après-midi, les suivis, bon bah tu peux avoir par exemple des specials de mardi après-midi, de 14h à 16h, puis à partir de 16h, boum, les suivis. Tu vois, moi je l'ai arrangé aussi de manière comme ça logique, selon, par exemple, je savais que le matin, beaucoup de gens passaient après leur travail, le midi, t'en as qui passaient pendant la pause du midi, et le soir, c'était après le travail, tu vois. Donc typiquement, j'avais des créneaux qui matchaient, des créneaux pour les suivis, parce que comme ils durent moins longtemps aussi, tu vois, le patient peut s'absenter de son travail, exceptionnellement, quand il a une consultation qui dure 1 heure. Tu vois, enfin voilà, ça peut arriver. Après, par contre, la personne, quand elle doit revenir plus régulièrement pour les suivis, là, c'est intéressant d'avoir des créneaux de suivi qui sont adaptés, du coup, aux horaires de boulot de beaucoup de gens. Donc, typiquement, les caler le matin ou le soir, ça, c'est super. Enfin, ça dépend de où t'habites, hein, évidemment, et de la population que tu brasses dans ton cabinet. Mais moi, c'était ça. Donc voilà. Et en fait, l'idée du cluster booking, comme je reviens, du coup, je vais boucler la boucle là-dessus, c'est, du coup, par exemple, quand tu enchaînes une première visite, une réévaluation, puis un compte rendu, admettons, tu vois, tu restes un peu dans le même truc. Voilà. Mais moi, je ferais quand même pas plus que ça, tu vois, pas plus que 4 specials d'affilée, parce que cognitivement, ça demande beaucoup de choses. Et après, t'es content d'avoir des suivis pour ouais, du coup, des traitements pour souffler un petit peu. Donc, du coup, ça, c'est à toi de voir aussi selon ta tolérance et ce que tu préfères en termes d'énergie et comment tu l'organises au mieux avec quand tu es le plus disponible. Sachant que du coup, après, pendant un traitement, tu peux te détendre, c'est des gens que tu connais, c'est fluide, enfin voilà. Donc, voilà les 4 étapes qui sont, voilà, parcours, on va dire. C'était assez dense, hein, cette vidéo, mais qui est nécessaire au moins d'y réfléchir pour optimiser ton agenda et voir comment est-ce que toi, tu peux adapter tout ce que je viens de te dire là. Déjà pour plus te respecter en cabinet et pour avoir beaucoup plus de fluidité, en fait, dans tes rendez-vous. Donc normalement, ça t'aura déjà apporté beaucoup de clés. Si tu n'y es pas encore, rejoins vraiment le groupe cabinet aligné sur School. Le lien est normalement en description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que dedans, il y a beaucoup de ressources, gratuites et offertes, d'accord? Qui pourraient être pricées à plusieurs milliers d'euros, honnêtement, avec la valeur qu'il y a là-dedans. Tu peux me parler aussi directement par message, donc ça c'est top. Et si tu veux aller plus loin avec ton cabinet, réserve un bilan aussi avec moi. Pour postuler par exemple pour l'accompagnement le système. La première étape, c'est un bilan de 15 minutes qui n'engage à rien, où on discute juste de ta situation, et après on voit si on va plus loin ensemble ou pas. Donc, mais en tout cas, ça vaut le coup de se faire accompagner, pas seulement pour augmenter son chiffre d'affaires, comme là l'élève que tu as vu, mais aussi et surtout pour se préserver et pour construire des fondations saines dans ton cabinet qui pourront vraiment te porter pour le reste de ta carrière. Et honnêtement, je récupère beaucoup de chiro et d'ostéo sur les rotules. Ça fait 15 ans qu'ils sont en câble, qu'ils stagnent, qu'ils sont épuisés. Enfin bref, c'est horrible. Donc, enfin, si tu veux une vie plus sympa en cabinet, ça peut valoir le coup de recevoir de l'aide sur ces points-là pour bah, que tu baisses pas les bras en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es cramé, t'as juste plus envie. Alors qu'à la base, t'as choisi ce métier par vocation. C'est un peu dommage quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis là pour t'aider.